Ils ont dit que ce serait plus simple ainsi. Ils n'ont pas dit que j'étais exclue. Ils ont dit que c'était pour mon bien. La première fois que j'ai compris que j'étais devenue une gêne, ce n'était pas lors d'une dispute. C'était autour d'une table trop grande, un dimanche après-midi, quand les voix ont baissé sans raison apparente dès que je suis entrée dans la pièce. Personne n'a cessé de parler. Ils ont simplement changé de sujet. Comme si ma présence avait soudain rendu certaines phrases inutiles. Je me suis assise. J'ai souri. Par habitude. Sur la table, il y avait des dossiers. Des chemises cartonnées, alignées avec soin. Je n'ai pas reconnu l'écriture sur les étiquettes. Pourtant, ces dossiers concernaient des choses qui avaient toujours été les miennes, la maison, les comptes, les décisions prises après la mort de mon mari. Tout ce que j'avais géré seul pendant des années. Personne ne m'a demandé mon avis. Il parlait d'organisation, d'anticipation, de solutions raisonnables. Des mots calmes, polis, presque professionnels. J'étais là, mais déjà déplacée. Plus au centre, à côté. Comme une invitée tardive à une réunion déjà commencée. À un moment, j'ai posé une question simple. Une question évidente. Pourquoi ce dossier ne m'avait-il pas été montré plus tôt? Il y a eu un silence, bref, presque imperceptible. Puis l'un d'eux a répondu que ce n'était pas nécessaire de me fatiguer avec des détails. Que tout était sous contrôle. Que je pouvais leur faire confiance. Ce mot, confiance, a résonné étrangement. Parce que la confiance n'exclut pas, elle inclut. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas une colère. Une alerte. Cette sensation précise qui vous traverse quand vous comprenez que la situation a déjà dépassé le stade de la discussion. Il continuait à parler. De chiffres. De démarches. De signatures à venir. Et plus il parlait, plus je comprenais que ces décisions avaient été prises sans moi. Non pas contre moi ouvertement, sans moi. Ce qui est parfois pire. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai demandé calmement quand ces réunions avaient commencé. Qui y participait? Pourquoi je n'y avais jamais été conviée? On m'a répondu que cela s'était fait naturellement, que je traversais une période difficile, que je devais me reposer, que tout cela serait plus simple si je n'avais pas apporté ce poids. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus perçue comme une personne capable de décider. J'étais devenue une charge à alléger, une variable à neutraliser, une présence que il fallait contourner pour avancer plus vite. Je me suis levée lentement. J'ai ramassé mon sac. Personne ne m'a retenu. Chaud, personne n'a semblé surpris. Comme si mon départ faisait partie du plan. Là, dans le couloir, j'ai entendu l'un d'eux dire que tout se passerait mieux maintenant. Cette phrase-là, prononcée sans méchanceté, a été le choc véritable. Pas parce qu'elle était cruelle. Parce qu'elle était définitive. Tout se passerait mieux sans moi. Je suis rentrée chez moi, en silence. J'ai fermé la porte. J'ai posé mon sac. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise sans allumer la lumière. Je voulais rester dans cette pénombre. Elle correspondait exactement à ce que je ressentais. Je n'étais pas blessée, comme on l'est après une dispute. J'étais lucide. Cette lucidité-là, froide et stable, qui ne laisse plus de place au doute, il ne m'avait pas simplement oublié, il m'avait mise à l'écart volontairement, méthodiquement, sous couvert de protection. Ce soir-là, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais choisi le silence pour préserver l'équilibre familial. Toutes les fois où j'avais laissé faire pour éviter les tensions. Je comprenais maintenant que ce silence avait été interprété comme une abdication. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'avais jamais confondu le silence avec l'ignorance. Alors, je savais lire, je savais comprendre. Et surtout, je savais reconnaître le moment précis où le silence ne protège plus, mais met en danger. J'ai ouvert un tiroir. J'en ai sorti un carnet que je n'utilisais plus depuis des années. Un carnet simple, à lignes fines. J'y ai noté la date. Les noms présents. Les décisions évoquées. Les phrases exactes. Sans commentaire. Sans émotion apparente. Ce n'était pas encore une riposte. C'était un constat. Ils pensaient m'avoir écartée. Ils ignoraient que, ce faisant, ils venaient de me rendre parfaitement attentive. Et dans ce calme presque irréel, une certitude s'est installée, claire, irréversible.
Je ne réglerai pas cette situation par une discussion familiale. La prochaine fois que je parlerai, ce serait ailleurs. Devant des personnes pour qui les faits comptent plus que les intentions. Ce jour-là, sans cri ni menace, quelque chose avait changé de camp. Avant d'être mise à l'écart, avant que les décisions se prennent sans moi, il y a eu une vie pleine, ordinaire, construite avec patience. Une vie qui ne faisait pas de bruit, mais qui tenait debout, parce que elle reposait sur la constance et la fidélité aux engagements pris. Je n'ai jamais été une femme spectaculaire. Je n'aimais pas attirer l'attention. J'aimais que les choses soient faites correctement, à temps. Très jeune, j'ai compris que la sécurité ne tombait pas du ciel. Elle se préparait, elle se méritait, et surtout, elle se protégeait. Quand j'ai rencontré mon mari, nous n'avions pas grand-chose. Lui avait un travail stable, moi une énergie sans réserve. Nous avons décidé d'avancer ensemble, sans promesses excessives. Nous voulions une maison, des enfants, une vie droite. Rien de plus, rien de moins. Cette simplicité nous a liés plus sûrement que de grands discours. J'ai travaillé, puis j'ai ralenti quand les enfants sont arrivés. Pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que cela me semblait juste. Je voulais être présente. Je voulais que la maison soit un point d'ancrage. J'ai appris à jongler avec les horaires, les comptes, les imprévus. J'étais celle qui tenait les papiers, des calendriers, les équilibres fragiles. Je ne me suis jamais sentie sacrifiée. J'avais le sentiment d'être utile. Et pour moi, cela avait une valeur immense. Être utile, c'était exister pleinement. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Ils sont partis un à un. Je les ai encouragés à prendre leur envol. Je croyais sincèrement que l'autonomie était une victoire collective. Je n'ai jamais cherché à les retenir. Je pensais que ce que l'on donne avec confiance revient sous une autre forme. Avec mon mari, le temps a fait son œuvre. Nous nous comprenions sans parler. J'étais devenu le pilier discret de notre quotidien. Lui travaillait encore, moi je gérais l'ensemble. Nous formions une mécanique silencieuse mais efficace. Puis la maladie est arrivée. Brutalement. Sans avertissement. J'ai pris les choses en main. Les médecins, les traitements, les décisions urgentes. Je n'ai pas compté mes heures. Je n'ai pas hésité. J'étais sa femme. J'étais capable. Pendant cette période, les enfants passaient moins souvent. Ils disaient me faire confiance. Et je tenais. Encore. Toujours. Après sa mort, il n'y a pas eu d'effondrement spectaculaire. Il y a eu un vide. Et dans ce vide, j'ai continué à fonctionner. Par habitude, par nécessité. Je connaissais chaque dossier, chaque échéance, chaque responsabilité. J'étais la continuité naturelle de ce que nous avions construit. C'est à ce moment-là que le regard des autres a commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement. On me demandait si je n'étais pas trop fatiguée, si je ne devrais pas me reposer davantage, si certaines décisions n'étaient pas lourdes à porter seule. Je pensais que ces questions venaient de l'inquiétude. Je ne voyais pas encore qu'elles préparaient autre chose. On me proposait de m'aider, puis de prendre le relais, puis de simplifier les choses pour moi. Je ne refusais pas. Je croyais encore que l'aide n'efface pas celui qui la reçoit. Je croyais que la reconnaissance de ce que j'avais fait était acquise. Je me trompais. Avec le recul, je comprends que cette vie d'avant, aussi solide soit à elle, avait reposé sur une illusion. Celle que l'amour, le dévouement et la loyauté suffisent à garantir le respect durable. Or le respect, lui, doit être réaffirmé. Il ne survit pas toujours au silence. Je n'ai aucun regret d'avoir vécu ainsi. Cette vie m'a forgé. Elle m'a appris la rigueur, la patience, la responsabilité. Mais elle m'a aussi appris, trop tard peut-être, que donner, sans poser de limites, expose à être déplacé quand on devient moins pratique. Ce passé n'est pas une faute. Il est le socle sur lequel j'ai pu me relever. Alors, sans cette vie d'avant, je n'aurais jamais eu la force de comprendre que défendre sa place n'est pas une rupture. C'est parfois la seule manière de rester fidèle à ce que l'on a été. Les premiers signes de rejet n'ont pas été violents. Ils ont été feutrés, presque polis. C'est ce qui les rendait difficiles à nommer et plus encore à dénoncer. Rien n'était assez grave pour provoquer une confrontation, mais tout mis bout à bout.
dessiner une frontière nouvelle dont je me retrouvais du mauvais côté. Au début, il y a eu les remarques. Des phrases lancées avec légèreté, comme des constats évidents. On me disait que je semblais fatiguée, que je devrais lever le pied, que certaines démarches devenaient compliquées pour moi. Le ton était doux. Les mots semblaient bienveillants. Pourtant, quelque chose sonnait faux. On ne me demandait pas si j'étais fatiguée. On l'affirmait. Puis, il y a eu les gestes. Des courriers ouverts sans me prévenir. Des rendez-vous déplacés. Des appels, passés en mon nom. Chaque fois, on m'expliquait après coup. Toujours après. Comme si ma participation n'était plus nécessaire. Seulement tolérée. Je me souviens d'un moment précis. Nous étions réunis autour d'une table. On discutait d'un sujet qui me concernait directement. J'ai pris la parole, naturellement. Ma phrase n'était pas terminée, qu'un autre intervenait déjà. La conversation continuait, sans ralentir. Personne ne m'avait interrompu volontairement, mais personne ne m'avait attendu non plus. J'ai recommencé. Plus clairement. On m'a souri. On m'a dit « laisse, on s'en occupe ». Cette phrase, prononcée sans agressivité, m'a glacée. Elle contenait tout. L'exclusion douce, le déplacement silencieux, la certitude que ma présence compliquait plus qu'elle n'apportait. À partir de là, j'ai commencé à observer. Les regards échangés quand je posais une question. Les soupirs discrets. Les silences un peu trop longs avant de me répondre. Je sentais que je devenais une variable gênante, un paramètre à neutraliser pour que les choses avancent plus vite. On me demandait de moins en moins mon avis, puis plus du tout. On me disait que j'avais déjà tant fait, que c'était à mon tour de me reposer. Mais ce repos imposé n'avait rien de réparateur. Il m'écartait. Il me dépossédait doucement de mon rôle, de ma légitimité. Je me sentais devenir invisible, pas ignorée brutalement. Invisible comme ces objets familiers on ne remarque plus parce qu'ils ont toujours été là, utiles autrefois, transparents désormais. Il y a eu aussi les remarques sur ma mémoire, toujours sur le ton de la plaisanterie. Tu es sûr de ça? Peut-être que tu te trompes. Tu confonds sûrement. Je souriais. Non, je doutais parfois. Puis, je me reprenais. Je savais très bien ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais signé. Mais le doute s'insinuait malgré moi. Lentement, insidieusement. Ces petites humiliations ne faisaient pas scandale. Elles n'auraient convaincu personne si je les avais racontées. C'est ce qui les rendait si efficaces. Elles s'accumulaient sans laisser de traces visibles. Elles travaillaient en profondeur, comme une érosion constante. Je continuais pourtant à me taire, par peur de passer pour celle qui exagère, par peur de rompre ce qu'il restait d'harmonie familiale. J'avais passé ma vie à maintenir cet équilibre. L'idée de le briser me semblait plus dangereuse que celle de me perdre moi. Même, je me reprochais parfois cette retenue. Puis je me rappelais que le silence avait longtemps été une stratégie, une manière de tenir. Mais je sentais confusément qu'il ne jouait plus en ma faveur. Il ne protégeait plus, il autorisait. Un soir, seul, j'ai compris quelque chose de simple et de terrible à la fois. Ce n'était pas seulement que l'on ne m'écoutait plus, c'est que l'on avait commencé à décider en partant du principe que je n'avais plus à être consulté. Ce jour-là, je n'ai pas cherché à minimiser. Je n'ai pas cherché d'excuses. J'ai accepté ce que je voyais, et cette acceptation a été douloureuse, mais salutaire. Les petites humiliations n'étaient pas accidentelles. Elles préparaient le terrain. Elles habituaient chacun à l'idée que ma place pouvait se réduire sans conséquence. Je n'ai toujours rien dit. Mais mon silence n'était plus celui de la résignation. Il devenait celui de l'observation, celui qui précède une décision. Je comprenais enfin que rester invisible n'était pas une protection, c'était un risque. Et sans encore savoir comment ni quand, je sentais que je ne pourrais pas continuer ainsi longtemps. Parce qu'à force d'accepter les petites humiliations, on finit toujours par rendre possible les grandes injustices. Cette certitude s'est installée en moi, calme, déterminée. Elle annonçait la suite. La goutte d'eau n'a pas débordé avec fracas. Elle est tombée un matin banal, dans un silence presque trop calme, pour être honnête. Ce jour-là, rien ne laissait présager que quelque chose d'irréversible allait se produire.
Et pourtant, c'est précisément cette banalité qui a rendu l'injustice impossible à nier. Je cherchais un document, un papier que je conservais toujours au même endroit, dans une chemise beige rangée au fond du buffet. Un acte ancien, mais essentiel. Je connaissais cet endroit par cœur. J'y avais rangé des dizaines de dossiers au fil des années. J'ai ouvert le tiroir. La chemise n'y était plus. Au début, je n'ai pas paniqué. J'ai pensé à un oubli, à un déplacement de ma part. J'ai fouillé calmement, méthodiquement. Les autres tiroirs, les étagères. Rien. Le meuble semblait différent, trop bien ordonné. Comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de déplacement. Eh bien, j'ai demandé, simplement. Sans accusation. Ma voix était posée. On m'a répondu que le document avait été mis ailleurs. Pour plus de sécurité. Pour éviter que je ne le perde. Ces mots ont été prononcés avec assurance, presque avec soulagement, comme si l'affaire était réglée. J'ai demandé où il se trouvait désormais. On m'a répondu que ce n'était pas important, que le document était en lieu sûr, que je n'avais pas besoin de l'avoir sous les yeux. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est figé en moi. Ce n'était plus une maladresse. Ce n'était plus une simplification bienveillante, c'était une dépossession claire. On m'avait retiré un document qui m'appartenait, sans me prévenir, sans me demander mon accord, et surtout sans intention de me le rendre. J'ai insisté, calmement encore. J'ai expliqué que ce papier était à moi, que j'en avais besoin. Les regards se sont échangés. Ah, les voix ont baissé. On m'a dit que je m'inquiétais pour rien, que je devenais trop méfiante, que ce stress n'était pas bon pour moi. Ces petites humiliations ne faisaient pas scandale. Elles n'auraient convaincu personne si je les avais racontées. C'est ce qui les rendait si efficaces. Elles s'accumulaient sans laisser de traces visibles. Elles travaillaient en profondeur, comme une érosion constante. Je continuais pourtant à me taire, par peur de passer pour celle qui exagère, par peur de rompre ce qu'il restait d'harmonie familiale. J'allais passer ma vie à maintenir cet équilibre. L'idée de le briser me semblait plus dangereuse que celle de me perdre moi à même. Je me reprochais parfois cette retenue, puis je me rappelais que le silence avait longtemps été une stratégie. Il disait, une manière de tenir. Mais je sentais confusément qu'il ne jouait plus en ma faveur. Il ne protégeait plus. Il autorisait. Un soir, seul, j'ai compris quelque chose de simple et de terrible à la fois. Ce n'était pas seulement que l'on ne m'écoutait plus, c'est que l'on avait commencé à décider en partant du principe que je n'avais plus à être consulté. Ce jour-là, je n'ai pas cherché à minimiser. Je n'ai pas cherché d'excuses. J'ai accepté ce que je voyais. Et cette acceptation a été douloureuse, mais salutaire. Les petites humiliations n'étaient pas accidentelles. Elles préparaient le terrain. Elles habituaient chacun à l'idée que ma place pouvait se réduire sans conséquence. Ah ouais, je n'ai toujours rien dit. Mais mon silence n'était plus celui de la résignation. Il devenait celui de l'observation, celui qui précède une décision. Je comprenais enfin que rester invisible n'était pas une protection. C'était un risque. Et sans encore savoir comment ni quand, je sentais que je ne pourrais pas continuer ainsi longtemps. Parce qu'à force d'accepter les petites humiliations, on finit toujours par rendre possible les grandes injustices. Cette certitude s'est installée en moi, calme, déterminée. Elle annonçait la suite. La goutte d'eau n'a pas débordé avec fracas. Elle est tombée un matin banal, dans un silence presque trop calme, pour être honnête. Ce jour-là, rien ne laissait présager que quelque chose de irréversible allait se produire. Et pourtant, c'est précisément cette banalité qui a rendu l'injustice impossible à nier. Je cherchais un document, un papier que je conservais toujours au même endroit, dans une chemise beige rangée au fond du buffet. Un acte ancien, mais essentiel. Je connaissais cet endroit par cœur. J'y avais rangé des dizaines de dossiers au fil des années. J'ai ouvert le tiroir. La chemise n'y était plus. Au début, je n'ai pas paniqué. J'ai pensé à un oubli, à un déplacement de ma part. J'ai fouillé calmement, méthodiquement. Les autres tiroirs, les étagères. Rien. Le meuble semblait différent, trop bien ordonné, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de déplacement. J'ai demandé, simplement, sans accusation. Ma voix était posée. Ah! On m'a répondu que le document avait été mis ailleurs, pour plus de sécurité.
pour éviter que je ne le perde. Ces mots ont été prononcés avec assurance, presque avec soulagement, comme si l'affaire était réglée. J'ai demandé où il se trouvait désormais. On m'a répondu que ce n'était pas important, que le document était en lieu sûr, que je n'avais pas besoin de l'avoir sous les yeux. Et c'est à ce moment précis que quelque chose s'est figé en moi. Ce n'était plus une maladresse. Ce n'était plus une simplification bienveillante. C'était une dépossession claire. On m'avait retiré un document qui m'appartenait, sans me prévenir, sans me demander mon accord, et surtout sans intention de me le rendre. J'ai insisté. Calmement encore. J'ai expliqué que ce papier était à moi, que j'en avais besoin. Les regards se sont échangés, les voix ont baissé. On m'a dit que je m'inquiétais pour rien, que je devenais trop méfiante, que ce stress n'était pas bon pour moi. Je priais parfois, pas pour que la situation change miraculeusement, mais pour rester droite, pour ne pas céder à la colère, pour ne pas agir sous le coup de l'humiliation. Je voulais que ce que je ferais ensuite soit juste, précis, irréversible. Peu à peu, une décision s'est formée. Pas une décision spectaculaire, une décision intérieure, stable. Je n'allais pas chercher à convaincre. Je n'allais pas demander à être comprise. J'allais me préparer, silencieusement, sérieusement. J'ai commencé à rassembler des informations, à relire des documents anciens, à vérifier des dates, des signatures, des clauses que j'avais signées ou refusées. Non, je redécouvrais des papiers que j'avais moi-même classés des années auparavant. Ah, cette familiarité me rassurait. Elle me rappelait que je n'étais pas perdue, que je savais faire. J'ai noté chaque détail, les conversations, des changements soudains, les documents disparus, les réponses évasives. J'écrivais sans émotion apparente, comme on dresse un état des lieux. Cette écriture m'aidait à reprendre le contrôle, à transformer le flou en fait. Je n'ai parlé à personne au début, ni pour me plaindre, ni pour demander conseil. J'avais besoin de ce temps de solitude. Il me permettait d'écouter ma propre voix, longtemps étouffée par le désir de préserver la paix. Le bruit. Puis, avec prudence, j'ai pris un premier rendez-vous. Un rendez-vous discret, professionnel. Je n'ai pas raconté mon histoire comme on confie une souffrance. Alors, j'ai exposé une situation, des faits, des incohérences. On m'a écouté attentivement. On m'a posé des questions précises. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie considérée comme une personne capable de discernement. En sortant, je n'étais pas soulagée. J'étais confirmée. Ce que je pressentais n'était pas une exagération. Ce n'était pas une réaction émotive. C'était un problème réel, identifiable, traitable. Je savais désormais que le combat serait long, qu'il demanderait de la rigueur, de la patience, et surtout une grande maîtrise de soi. Mais je n'avais plus peur. La peur avait laissé place à une détermination tranquille. Je ne cherchais pas à punir. Je cherchais à me protéger, à reprendre ma place. Pas par des cris, pas par des reproches, par des faits, des preuves, des démarches légales. Dans cette introspection, j'ai compris une chose essentielle. Se taire peut être une stratégie, mais seulement tant que le silence ne devient pas une autorisation donnée aux autres de décider à votre place. Ce jour-là, sans bruit, j'ai cessé d'attendre. J'ai commencé à agir. La préparation ne s'est pas faite dans l'urgence. Elle s'est construite comme un travail de couture, point après point, sans geste brusque. Je savais désormais que chaque décision devait être irréprochable. Non seulement pour être efficace, tout contre, mais pour rester fidèle à la femme que j'étais devenue, calme, déterminée, et parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. J'ai commencé par le notaire. Pas celui que la famille consultait habituellement. Moi, un autre, choisi pour sa neutralité. J'ai pris rendez-vous sous mon nom, sans expliquer davantage. Le jour venu, je me suis présentée avec une pochette soigneusement préparée. À l'intérieur, des documents classés, des copies, des dates annotées. Rien d'émotif. Tout était factuel. Je n'ai pas raconté ma souffrance. J'ai exposé une situation. Des décisions prises sans moi. Des documents déplacés. Des signatures absentes. Le notaire a écouté longtemps. Il a lu attentivement. Il a posé des questions précises. À mesure qu'il avançait, je voyais son regard se durcir légèrement. Ce n'était pas de la compassion,
C'était de la concentration professionnelle. Il m'a expliqué mes droits. Clairement. Sans détour. Certaines démarches engagées à mon insu étaient contestables. D'autres, purement nulles. J'avais encore la pleine capacité de décider. Rien, légalement, ne justifiait que l'on m'écarte ainsi. Cette confirmation a agi comme un socle. Mais je ne construisais pas sur du sable. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire. Discrètement, j'ai transféré ce qui m'appartenait, étape par étape, sans attirer l'attention. Je savais que le moindre mouvement brusque aurait éveillé des soupçons. Je continuais à sourire, à répondre normalement, à jouer le rôle de la femme apaisée, reconnaissante de l'aide reçue. Ce masque de docilité me protégeait. Il me donnait le temps. J'ai relu chaque contrat, chaque clause. J'ai demandé des copies certifiées. J'ai fait vérifier des signatures. J'ai constitué un dossier solide, chronologique, incontestable. Mes rangs, chaque pièce avait sa place. Chaque document était justifié. Je travaillais lentement, mais sans hésitation. Parallèlement, j'ai fait estimer un bien. Une démarche anodine en apparence. C'est un simple rendez-vous technique. Personne n'y a prêté attention. Pourtant, c'était une étape décisive. Elle me rendait une liberté concrète. Celle de disposer de ce qui m'appartenait, sans avoir à demander la permission. J'ai aussi rédigé un testament. Un document clair, précis, sans ambiguïté. Pas par esprit de revanche, mais par souci d'ordre. Je ne voulais plus laisser place à l'interprétation. Ni aujourd'hui, ni demain. Ce geste m'a apporté une paix inattendue. Mettre les choses à leur place, c'est aussi se libérer d'un poids invisible. Pendant tout ce temps, je n'ai rien laissé paraître. Je continuais à participer aux conversations familiales, à écouter, à répondre vaguement. Je notais mentalement chaque phrase, chaque incohérence. Je savais désormais que les mots comptaient moins que les actes, et que les actes devaient être préparés dans le silence. Il m'est arrivé de douter, non pas de la légitimité de ma démarche, mais de ma force à aller jusqu'au bout. Ces moments étaient brefs. Je les accueillais sans les laisser m'arrêter. Je savais pourquoi je faisais cela. Pour me protéger. Pour ne plus être déplacée sans mon consentement. La préparation n'était pas une vengeance. Elle était une réappropriation. De mon nom. De mes droits. De ma capacité à décider. Chaque rendez-vous, chaque signature, chaque vérification me rapprochait d'un point de non à retour. Je sentais que le piège se mettait en place, lentement, sûrement. Non pas un piège brutal, mais un cadre légal dans lequel chacun devrait répondre de ses actes. Je n'avais plus besoin d'élever la voix. Le dossier parlerait pour moi. Ce jour-là, en refermant ma pochette, j'ai compris que je ne étais plus en position de faiblesse. J'avais cessé d'être réactive. J'étais devenue stratégique. Yola. Et dans ce silence maîtrisé, cette préparation patiente, je savais que la confrontation approchait. Elle ne serait ni théâtrale ni violente. Elle serait simple, irréfutable. Parce que lorsque tout est prêt, il suffit d'attendre le bon moment. La confrontation n'a pas eu lieu autour d'une table familiale. Elle n'a pas été annoncée. Elle s'est produite comme se produit la vérité, quand elle n'a plus besoin d'être expliquée. Un matin ordinaire, dans un cadre neutre, sans colère ni éclat de voix. Je n'ai prévenu personne, je n'en voyais pas l'utilité. Tout était prêt. Les documents classés, les démarches engagées, les délais respectés. Je savais que, ce jour-là, il y aurait plus de place pour les interprétations. Les faits parleraient à ma place. Ils ont commencé à comprendre quand certaines portes se sont refermées. Une signature refusée. Un rendez-vous annulé. Une information qui ne passait plus par eux. Je sentais l'inquiétude monter, diffuse, mal formulée. Les questions se faisaient plus pressantes, les appels plus fréquents. On me demandait si tout allait bien. Chez ça, on me proposait de reparler calmement. Je répondais peu, pas par mépris, par précision. Chaque mot devait rester exact. Je n'avais plus rien à expliquer. Le jour où nous nous sommes retrouvés dans le même espace, l'atmosphère était étrange. Dans sa chanté, ni hostile, ni chaleureuse. Une attente tendue. Je les ai regardés, un à un. Je les connaissais par cœur. Leur silence, leur stratégie, leur manière d'esquiver quand la réalité devient inconfortable.
On m'a demandé ce que je faisais. Pourquoi certaines démarches avaient été entreprises sans eux. Pourquoi des décisions semblaient déjà prises. Le ton était faussement léger. Alors, on voulait croire à un malentendu. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai ouvert ma pochette. Lentement. J'ai posé les documents sur la table. Dans l'ordre. Sans commentaire. Une chronologie claire. Des signatures absentes. Des courriers. Des attestations. Tout ce qui avait été déplacé, décidé, tenté, sans mon accord, se trouvait là, parfaitement lisible. Le silence qui a suivi était différent de ceux que j'avais connus auparavant. Ce n'était pas un silence de mépris ou d'indifférence. C'était un silence de stupeur. Celui qui survient quand une certitude s'effondre. Ils ont parlé alors. Beaucoup. Trop. Ils ont évoqué des intentions, des maladresses, des incompréhensions. Et ils ont dit qu'ils voulaient m'aider, qu'ils avaient agi dans mon intérêt. Là, les mots se bousculaient, se contredisaient parfois. Je les écoutais sans réagir. Je n'avais plus besoin de répondre sur le terrain de l'émotion. Le cadre avait changé. Ce n'était plus une discussion familiale. C'était une situation juridique. Et dans ce cadre-là, les intentions comptent moins que les actes. Quelqu'un a haussé la voix. Un autre a tenté de négocier. On m'a demandé ce que je voulais. Cette question, je l'avais attendue longtemps. Elle arrivait enfin, mais trop tard pour les arrangements. Mais, j'ai répondu calmement, je voulais que les choses soient rétablies dans leur légalité. Rien de plus, rien de moins. Que ce qui m'appartenait me soit rendu. Que les décisions prises sans moi soient annulées. Que ma capacité à décider soit reconnue sans condition. Ils ont compris à ce moment-là qu'ils avaient perdu la main. Le piège n'était pas une manœuvre sournoise. C'était une structure légale, solide, construite patiemment, dans laquelle ils venaient d'entrer sans s'en rendre compte. Il y a eu de la colère, de la déception, des reproches à peine voilés. On m'a accusé d'avoir agi dans leur dos. J'ai noté l'ironie sans la relever. Agir dans le dos de quelqu'un n'a pas la même signification quand on a été mis à l'écart volontairement. Je suis restée silencieuse. Non, par faiblesse. Par choix. Tout ce qui devait être dit l'avait déjà été, noir sur blanc. Chaque mot supplémentaire aurait affaibli la clarté de la situation. Quand la rencontre s'est terminée, rien n'était résolu affectivement. Mais tout était acté juridiquement. Les démarches contestées seraient annulées. Les biens rétablis, les limites posées. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement immédiat. J'ai ressenti quelque chose de plus stable, une rectitude retrouvée. Je n'avais pas écrasé qui que ce soit. Je m'étais simplement tenue droite. Le piège s'était refermé sans bruit, sans humiliation publique, sans vengeance spectaculaire, juste avec des preuves, du temps et une détermination silencieuse. Ce jour-là, j'ai compris que la véritable force ne consiste pas à gagner un affrontement. Elle consiste à créer un cadre où l'autre ne peut plus nier ce qu'il a fait. Et dans ce cadre-là, je n'étais plus vulnérable. J'étais enfin à ma place. L'éclatement n'a pas pris la forme d'un fracas. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte claquée, pas de rupture théâtrale. L'éclatement, ce qui s'est défait l'a été lentement, comme une toile trop tendue, qui cède fil après fil. Chacun a commencé à parler, mais jamais ensemble. Les mots se sont dispersés, et avec eux, les alliances. Après la confrontation, plus rien n'était pareil. Les échanges se sont raréfiés. Les messages sont devenus plus courts, plus prudents. Certains ne répondaient plus du tout. D'autres tentaient des approches maladroites, comme si un simple mot pouvait effacer ce qui avait été posé noir sur blanc. Je ne rejetais rien. Je ne relançais rien non plus. J'observais. Très vite, les versions ont divergé. Chacun racontait une histoire différente de ce qui s'était passé. Les intentions se contredisaient. Les responsabilités glissaient d'une personne à l'autre. Je n'étais plus au centre du récit, et c'était nouveau. Le conflit existait sans moi, autonome, presque gênant. Je le regardais se déployer à distance, sans y participer. Certains ont tenté de m'attendrir. On m'a parlé de famille, de souvenirs, de ce qui nous liait autrefois. On m'a reproché, à demi à mot, d'avoir brisé une harmonie fragile. Je reconnaissais les arguments. Je les avais moi-même utilisés pendant des années pour me taire. Mais désormais, ils n'avaient plus de prise. D'autres ont choisi l'évitement. Ils faisaient comme si rien n'avait eu lieu. Comme si la décision juridique était un détail technique, sans conséquence morale.
Cette indifférence me blessait moins que je ne l'aurais cru. Elle confirmait ce que je savais déjà. Certaines relations tiennent tant que rien ne résiste. Les liens se sont redéfinis. Pas de façon équitable, pas de façon juste, peut-être, mais de façon claire. Ceux qui ne supportaient pas les limites se sont éloignés. Ceux qui acceptaient l'existence d'un cadre sont restés, autrement, avec une distance nouvelle. Cette redistribution n'a pas été douloureuse au sens aigu. Elle a été triste, surtout. Une tristesse, calme, sans colère. Je pensais souvent à mon fils. Je voyais son désarroi, sa confusion, parfois sa colère entrer. Il n'était plus certain de sa place, ni de son récit. J'aurais pu le consoler. J'aurais pu atténuer. Mais j'ai choisi de ne pas intervenir. Chacun devait désormais porter la part qui lui revenait. L'aider à éviter cette traversée aurait été le priver d'Allo. Une vérité nécessaire. Dans la famille élargie, des vérités anciennes ont refait surface. Des phrases que l'on n'avait jamais osé dire ont été prononcées. Pas toujours pour me défendre, parfois simplement pour se dédouaner. Je ne cherchais pas à rétablir une version officielle. Les faits étaient là. Ils se suffisaient à eux-mêmes. Je me suis sentie étrangère à ce tumulte. Pas supérieure, étrangère. Comme si j'avais quitté la scène avant que le décor ne s'effondre. Cette distance me protégeait. Elle me permettait de ne pas être aspirée à nouveau par des loyautés contradictoires. Il y a eu des pertes, des invitations qui ne sont plus arrivées, des fêtes auxquelles je n'ai plus été conviée, le mas, des silences lourds à certaines dates. Je les ai accueillis sans amertume. Ils faisaient partie du prix à payer pour la cohérence. Et ce prix-là, je l'avais accepté dès le départ. En échange, j'ai gagné quelque chose de plus solide. Une clarté nouvelle. Je savais désormais qui j'étais pour chacun. Et surtout, qui je n'étais plus. Je n'étais plus la variable d'ajustement. Je n'étais plus la présence que l'on contourne pour aller plus vite. Je n'ai jamais cherché à rallier qui que ce soit à ma cause. Je n'avais pas de cause à défendre. J'avais des limites à faire respecter. Et ces limites, une fois posées, forçaient chacun à se positionner. Certains l'ont fait. D'autres ont reculé. La famille telle que je l'avais connue n'existait plus. Mais je ne ressentais pas un vide. Je ressentais une transformation. Ce qui tenait par habitude, c'était des faits. Ce qui restait tenait par choix. Ce moment a marqué la fin d'une illusion, celle que la loyauté silencieuse suffit à préserver les liens. Les liens qui survivent à la vérité sont rares, mais ils sont réels. Les autres s'astent, évanouissent dès que le cadre devient exigeant. Je n'étais plus entourée comme avant, mais je n'étais plus encerclée non plus. Et dans cette nouvelle configuration, austère peut-être, j'ai compris que l'éclatement n'était pas une punition. C'était une étape, une traversée nécessaire, le seuil avant une vie qui n'aurait plus besoin de se justifier. Le départ ne s'est pas fait dans la précipitation. Il s'est imposé à moi comme une respiration retrouvée. Rester aurait signifié continuer à vivre au milieu des non-dits, des précautions excessives, de cette tension sourde qui vous oblige à mesurer chaque mot. Partir, au contraire, me permettait de reprendre possession de mon temps, de mon espace, de mon silence. Je n'ai pas emporté grand à chose. Quelques vêtements choisis avec soin. Des livres qui m'avaient accompagné longtemps. Des photos, pas toutes. Seulement celles qui me rappelaient que j'avais été heureuse sans condition. Les papiers essentiels, bien sûr, classés, rangés, irréprochables. Le reste pouvait rester derrière moi. Je n'avais plus besoin de preuves matérielles pour me souvenir. Le lieu que j'ai choisi n'avait rien d'exceptionnel. Un appartement simple, lumineux, sans histoire familiale attachée à ses murs. Personne n'y connaissait mon passé. Personne n'attendait de moi que je joue un rôle précis. Cette neutralité m'a fait du bien. Elle me rendait à moi à même. La première nuit, j'ai dormi profondément. Un sommeil sans sursaut, sans calcul. Le matin, la lumière entrait doucement. Je me suis levée sans urgence. J'ai préparé du café. J'ai regardé par la fenêtre sans chercher quoi que ce soit. Ce geste banal m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Il contenait une promesse simple, celle d'une vie sans justification permanente. Mais les premiers jours ont été silencieux, pas un silence pesant, un silence ouvert, respirable. Je marchais beaucoup, sans but précis,
Je redécouvrais le plaisir de décider seul de mon rythme, de m'arrêter quand je le voulais, de rentrer quand je le choisissais. Cette liberté, si ordinaire en apparence, avait pour moi une valeur immense. Je n'ai pas coupé les ponts brutalement. Je n'en avais pas besoin pour me sentir entière. Je répondais aux messages quand je le souhaitais. Je ne relançais personne. Les échanges étaient rares, parfois maladroits. Je les accueillais sans colère. Chacun faisait avec ce qu'il comprenait, et je n'avais plus la mission d'éclairer qui que ce soit. Peu à peu, j'ai retrouvé des habitudes anciennes. Écrire quelques lignes le matin. Ranger mes affaires à ma manière. Lire longtemps sans être interrompu. Ces rituels simples reconstruisaient un cadre intérieur. Ils me rappelaient que je pouvais bâtir un quotidien sans dépendre du regard des autres. Ama, je réfléchissais souvent au pardon, non pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité intime. Pardonner ne signifie pas oublier, ni excuser. Cela signifie refuser de rester lié à ce qui a blessé. Je n'étais pas certaine d'y être prête, mais je savais que je ne voulais pas que l'amertume devienne ma compagne. La distance me donnait une clarté nouvelle. Je pouvais repenser aux événements sans me sentir écrasée. Je voyais les peurs, les calculs, les aveuglements. Je voyais aussi mes propres silences, mes hésitations. Cette lucidité n'était pas cruelle. Elle était nécessaire. Elle me permettait de nous regarder sans complaisance, mais sans dureté. Il y avait encore des moments de tristesse, le regret d'un lien qui aurait pu être différent, d'une confiance qui aurait pu rester simple. Je laissais cette tristesse passer. Elle ne me dominait plus. Elle faisait partie du deuil d'une illusion, pas de la perte de moi à même. J'ai découvert aussi la bienveillance des inconnus. Un mot échangé avec un voisin, Léon, un sourire partagé chez un commerçant. Des relations sans enjeu, sans attente. Ces présences discrètes avaient une douceur inattendue. Elles ne demandaient rien, et c'était précisément ce qui les rendait précieuses. Je n'étais plus définie par le conflit. Je n'étais plus la mère qu'on contourne, ni la femme qu'on croit fragile. J'étais simplement moi, avec mes choix, mes limites, et cette paix nouvelle qui s'installait lentement. Ce nouveau départ n'était pas une récompense. C'était une réparation. Une manière de me dire que je méritais encore une vie, digne, respectée, calme. Une vie où je n'aurais plus à défendre ma légitimité. En regardant l'horizon, je comprenais que certaines séparations sont nécessaires pour se retrouver. Mais ce que je laissais derrière moi n'était pas seulement un lieu ou des relations. C'était une version de moi à même qui avait trop longtemps accepté de se taire. Et dans ce silence retrouvé, choisi cette fois, je sentais que la dernière étape approchait. Celle où je pourrais regarder le passé sans trembler et lui donner enfin le sens qu'il méritait. Aujourd'hui, lorsque je repense à ce chemin, je ne cherche plus à refaire l'histoire. Je ne compte ni les torts ni les manques. Je regarde ce qui est, avec une lucidité calme. Ce qui s'est joué n'était pas seulement un conflit familial, c'était une mise à l'épreuve. De ma capacité à rester droite quand l'affection devient conditionnelle. De ma capacité à dire non sans me justifier. Je pense souvent à mon fils, à l'enfant qu'il a été, à l'homme qu'il est devenu. L'amour que je lui porte n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il s'est dépouillé des illusions. Aimer ne signifie pas consentir à l'effacement. Aimer ne signifie pas renoncer à soi. Cette vérité-là m'a coûté, mais elle m'a libérée. Là, je n'ai jamais voulu humilier qui que ce soit. Je n'ai pas cherché à exposer publiquement ce qui s'était passé. Je n'ai pas demandé réparation au sens spectaculaire du terme. J'ai demandé que le cadre soit respecté, que les faits soient reconnus, que ma capacité à décider soit admise sans réserve. La loi m'a offert cela, avec sobriété, sans passion. Elle a remis de l'ordre là où l'affect avait brouillé les limites. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce, celle des possibles qui n'auront pas lieu, des conversations qui auraient pu être différentes, des regards qui auraient pu rester simples. Je n'essaie pas de chasser cette mélancolie. Elle ne m'écrase pas. Elle me rappelle seulement que j'ai aimé sincèrement, sans calcul, et que cet amour n'était pas une faiblesse. Je pense aussi à celles et ceux qui vivent des situations similaires, souvent sans les nommer. À ces mères, ces pères, ces personnes âgées à qui l'on explique, avec douceur, qu'elles ne savent plus, qu'elles ne peuvent plus, qu'il serait préférable de laisser faire.
Je voudrais leur dire que le doute qu'elles ressentent n'est pas une preuve d'incapacité. C'est souvent un signal, une alerte à écouter. Il n'est jamais trop tard pour poser des limites. Pas des limites agressives, pas des limites revanchardes, des limites claires, posées avec calme, appuyées sur des faits. Des limites qui disent simplement « ceci m'appartient et je décide ». Ces limites-là ne détruisent pas les relations saines. Elles révèlent celles qui ne l'étaient pas. Ma vie, aujourd'hui, est plus simple, plus silencieuse. Mais ce silence n'a plus rien de subi. Il est choisi. Il est habité. Il me permet de penser sans me justifier, de respirer sans me défendre, de me souvenir sans trembler. Plus personne ne parle à ma place. Plus personne ne décide pour moi, sous couvert de bienveillance. Je n'ai pas renié mon passé. Je l'ai intégré. Je sais désormais que la dignité ne se proclame pas. Elle se tient. Elle se défend parfois dans l'ombre, sans cri, sans grand geste, mais avec constance. Et que l'âge n'enlève rien à la capacité de comprendre, de choisir, de dire stop. Et si je devais transmettre une seule chose, ce ne serait ni un conseil juridique, ni une mise en garde amère. Ce serait une phrase simple, née de l'expérience. Une phrase pour celles et ceux qui se taisent trop longtemps en croyant. Protéger l'amour. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et